Un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettait de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement, et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous ? Démarche qualité, c'est des gens qui se suicident aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives. Comment on se bat contre l'excellence? Comment on se bat, voilà. Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas, et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, eh bien, allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Et donc voilà, donc on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire, et c'est ça que sont les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Je pense que le grand danger vient de la façon dont ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process, peu à peu, elle n'a plus de métier. Elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence, c'est notre ennemi absolu. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Une compétence, un métier, c'est du savoir-faire. Une compétence, c'est du savoir-être. Autrement dit, c'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, une compétence. Ça sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui, je pense on peut se défendre parce que nous en souffrons tous individuellement. Mais quand on fait les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc-là. On est tous tout à fait à l'aise. Et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable. On est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous. On veut plus de ce truc-là. Pourtant, on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc, individuellement, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous qu'on ne devrait pas. Et donc, la question, ce qui est intéressant dans un atelier de désintoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble qu'on se fout de nous et il va être temps de se défendre. Alors le petit exemple de langue de bois, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose, vous les mélangez dans n'importe quel sens, enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est. Voilà, c'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là, je les ai mélangés, alors voilà. Comme ils glissent pas, je suis obligé de me mouiller les pouces, mais donc on pourrait dire un truc du genre mesdames, messieurs, je voudrais revenir sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui, qui est celle du diagnostic partagé, que je voudrais mettre en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social? Au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est que à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors, inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose de repenser la citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation dans l'espace désormais incontournable du local. Alors, à cette condition, je crois qu'on peut repenser d'une façon beaucoup plus adéquate la question
un peu vague finalement de la démocratie sous la forme d'une procédure de participation avec les habitants. Et ça marche tout seul, ça vient tout seul. Je ne sais pas quelle est la prochaine, mais je veux dire, ça va marcher. Donc, parce que si on veut faire, je ne sais pas ce que c'est, hein, si on veut faire la participation avec les habitants, j'appelle ça du partenariat. Et ça veut dire qu'on prend les habitants pour des acteurs. Alors, des acteurs, ça suppose d'être sérieux avec eux, ça suppose de passer avec eux un véritable contrat de développement local. Et au fond, quand on est à gauche, quel plus beau projet.